Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. Nous sommes ravis avec Charles de vous retrouver après cette grosse pause estivale dont nous avions fort besoin. Tous les ans, on en a besoin d'abord et puis ça nous permet de réfléchir. Voilà, ça permet de réfléchir. Je me plains beaucoup. Je me plains beaucoup parce que d'habitude, je fais une cure de Châteauneuf-du-Pape et tout. Et Parle dans le micro un peu là. Cette année, j'ai été un peu malade. J'ai attrapé un truc qu'attrapent les vieux messieurs. Et je me suis retrouvé avec des antibiotiques et j'ai rien pu picoler. Eh bien, tu vas devoir te reprendre à Noël. Voilà. Je vois que ça. Non, mais il y pour la bonne a année. vraiment, c'est bien de vieillir, je vous assure. On a que des avantages. Bon, en tout cas... Le programme est assez chargé parce qu'en cette début d'année, il ne vous aura pas échappé que François Bayrou a décidé de mettre un pétard, de pêcher à la dynamite et de faire remonter toutes les baleines. Il avait ses 6 mois, donc il a sa retraite, ça va ? Voilà, bon. Et donc, il a décidé de remettre au goût du jour plusieurs sujets. Un premier que sont les boomers, que tu traiteras avec Léonard tout à l'heure. Et le premier grand sujet étant celui de la dette. Alors ici, à l'Institut des Libertés, et avec nous, ça fait quand même des années, un petit moment qu'on vous en parle. Ça fait des années qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir d'obligations françaises. Voilà, donc les 3 400 milliards de dettes ne sont pas venus véritablement comme une révélation normalement sur vos agendas. Non. Et aujourd'hui, la véritable question qui se pose, donc, c'est comment va-t-on continuer à financer ce modèle social ? Comment va-t-on réussir même à passer l'année ? Mais ça apporte une question beaucoup plus profonde, qui est véritablement la remise en cause de tous nos systèmes, la remise en cause de nos social-démocraties, et c'est de cela que nous allons vous parler aujourd'hui, parce qu'au-delà de ces systèmes de dette qui ont été mis en place par tout un tas de politiques plus ou moins corrompus depuis les années 70-80, depuis les accords d'Évian. C'est devenu complètement cinglé à partir de la grande crise financière de 2008-2009. Ah non, mais là, il y a eu un emballement. Il y a eu un emballement. C'est là où c'est passé sur un truc complètement... parce que qu'on a une dette, tant qu'on a ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire qu'on, grosso modo, on emprunte, mais hors paiement des taux d'intérêt, le budget est en surplus. Maintenant, on emprunte pour payer les intérêts sur la dette, c'est-à-dire qu'on est en cavalerie. Voilà. Alors là, ça va très vite en général. Mais tu vois, déjà en 92, on pouvait voir Michel Rocard sur France Inter qui disait « Nous avons décidé de financer par la dette notre système social. Voilà. » Donc, ils en avaient complètement conscience et faisaient ça sciemment. Ils faisaient ça sciemment parce qu'ils pensaient que... il y allait avoir une croissance de 3%, etc. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant ça, le poids de l'État dans l'économie augmente, le taux de croissance structurelle baisse, et à la place d'avoir 3% de croissance, on a du pot si on est à 1 aujourd'hui. Donc, ils n'avaient pas fait l'analyse que s'il y a de plus en plus de dettes étatiques, il y a de moins en moins de croissance. Ça, ils n'avaient pas compris. Ils n'ont toujours pas compris, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as des gens aussi qui, structurellement, ont un logotype, enfin une façon de réfléchir qui est keynésien. Donc, qui est complètement keynésien et surtout... Ils pensent aussi que si on met de l'argent dans l'État, on va relancer par une croissance. Voilà, c'est là ce que disait Georges Marchais, relancer par la consommation populaire. Mais ce qui est dramatique, c'est que quand vous analysez la France depuis... ce que j'avais fait dans ce que vous trouvez sur notre site là, qui s'appelait « Comment réussir sa désindustrialisation », vous vous rendez compte que la France est le seul pays de l'OCDE qui, à chaque crise, a pris des mesures contre son système productif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on augmente les impôts ou les prélèvements ou les réglementations sur le système productif et on file du pognon à des gens qui ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, qui est-ce qui en prend plein la gueule ? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement française, c'est-à-dire le pognon dont l'entrepreneur a à sa disposition pour investir, quoi. C'est vraiment la marge brute d'autofinancement française est la seule dans tous les pays de l'OCDE qui est baissée depuis 25 ans. Partout ailleurs, c'est stable ou ça a monté. Et c'est assez intéressant à voir parce qu'on nous montre toujours cette mesure du PIB qui est en réalité une saloperie qui n'a pas lieu d'exister. Le PIB tel qu'il est calculé, qui mesure véritablement des choux et des carottes, n'a pas de raison d'être. Il faudrait calculer ce que Charles avait fait à l'époque, et il appelait ça ratio du secteur communiste sur ratio du secteur privé, capitaliste. Mais mon frère a décidé que c'était pas bien, donc on l'appelle désormais secteur privé sur secteur public, mais c'était mieux secteur communiste. Moi j'aimais beaucoup le secteur communiste, mais
C'est parce que en effet, c'est un secteur communiste, c'est-à-dire de croire que c'est l'État qui fait la croissance. Et quand vous regardez l'un sur l'autre, vous voyez bien la croissance énorme dans les graphiques du public sur le privé. C'est-à-dire le public n'a cessé de croître au détriment du privé, puisque par définition, l'État ne crée rien, ça n'est qu'une redistribution. Et ça se fait toujours à votre dépens. Ça se fait toujours à votre dépens, c'est-à-dire que, comme le disait Bastiat, l'État est le mythe qui permet à des gens de penser qu'ils peuvent vivre aux dépens des autres. Voilà. Mais c'est pas vrai, vous pouvez pas vivre aux dépens des autres. C'est ça. En tout cas, le système, au bout d'un certain temps, il y a tellement de passagers clandestins que le bateau coule, quoi. Mais c'était un peu ce que disait Lady Thatcher aussi, c'est que le socialisme ne dure que tant que dure l'argent des autres. Et là, on commence à arriver un petit peu à la fin de l'argent, à la fin de la possibilité d'argent des boomers, qui effectivement sont un peu... C'est horrible à dire, mais ça ne résout rien de pointer du doigt. Mais effectivement, une génération abrutie de mai 68 nous a flingué l'école et flingue aujourd'hui le modèle social qu'on n'a pas véritablement choisi. Alors, je dis ça d'autant plus facilement que Charles est un silencieux, ça n'est pas un boomer per se. Moi, je suis né en 1943. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que vous, si vous êtes dans cette génération-là, c'est de votre faute. C'est juste que la catégorie sociale, voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous en parlerez cet après-midi, il faut trouver des solutions et essayer de s'en sortir par le haut. La solution, c'est encore une fois celle qu'on essaye de vous aider à mettre en place, c'est-à-dire de vous dépatouiller tout seul. Voilà. C'est de monter votre propre épargne de façon à ce que vous ayez quelque chose. Voilà. J'en vois pas d'autre parce que le personnel politique est ainsi fait que si vous voulez, je me souviens, j'ai lu des choses sur la défaite de 1940, vous savez. En 1940, en mai-juin 1940, tout le Parlement était à Notre-Dame en train de chanter « Sauvez, sauvez la France ». C'était tous des vieux radicaux, socialistes, francs-maçons, tout ce que tu peux énumérer. Et ils avaient amené le pays dans ce désastre qu'a été 1940, qui était une grosse partie de leur responsabilité. Et quand il a frappé, ils étaient tous à Notre-Dame, mais si j'ose dire, aller à Notre-Dame, il va peut-être falloir y aller, d'ailleurs, faire quelques prières, mais demander à la Sainte Vierge de sauver la France. Dans ces cas-là, ça sera un te-dum. Hein. mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils y aillent, mais cette espèce de façon de préparer un désastre, et une fois qu'il est là, d'aller faire des prières à la Vierge, c'est pas une solution. Oui, mais là, on est un peu en train d'interdire les usines d'armement en 1936, donc voilà. Bon. Alors, maintenant, reprenons les choses dans l'ordre. Nous allons, dans un premier temps, essayer de regarder avec certains graphiques et de vous expliquer ce qui se passe véritablement pour la France, et ensuite, nous allons élargir pour vous expliquer ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, vous deviez faire ça aussi quand vous étiez petit, c'est-à-dire que vous arriviez, vous aviez 0 à la dictée de maths, et quand votre mère vous engueulait, vous disiez « Oui, mais Jean-Marc et Patrice aussi, ils ont eu 0 à la dictée. » Ou ils ont eu -5. Ou ils ont eu -5. Bon, sachez qu'on a 0 à la dictée, mais il y en a qui ont -5. Et je ne sais pas si c'est véritablement une bonne nouvelle, mais en tout cas, il y en a qui ont -5 à la dictée. Quand j'étais en fac à Toulouse, on rendait des devoirs, des trucs, c'était important. Et il y avait un de mes copains qui avait eu, au deuxième devoir, 2, et le professeur avait mis en progrès. Voilà. Il y avait des profs comme ça qui étaient formidables, qui avaient le sens de la motivation de l'élève. Non, mais ils n'essayaient pas de faire croire que le type était bon, il était mauvais, point barre, quoi. Ils n'essayaient pas de le caresser dans le sens du poil. Cela dit, quand tu as une copie avec 40 fautes dans une dictée et que tu passes à une copie à 20 fautes, c'est un progrès. Relatif, mais c'est un progrès. C'est un progrès. Ça reste 0, mais il y a des progrès, voilà. Donc, il y en a qui ont -5, on est à 0, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu veux nous parler du premier graphique, de l'écart des taux ? Je vais vous parler du premier graphique. Alors, on va d'abord parler de la France. Alors, la France est dans une situation désespérée mais non sérieuse, comme disait Churchill en 1940. La dette est importante, etc. Et la façon dont les marchés essayent de mesurer la tension qui existe sur la dette française, c'est de regarder l'écart des taux entre la France et un autre pays. Alors l'écart des taux. L'écart des taux. Vous prenez l'obligation à 10 ans française, et puis vous prenez l'obligation, par exemple, allemande à 10 ans, vous faites obligation française moins obligation allemande, et plus les Français payent par rapport à l'Allemagne, c'est ce qu'on considère le risque 0 en Europe, hein.
plus vous payez, ça veut dire que le marché commence à avoir la trouille par rapport à votre dette. Normalement, la dette française et la dette allemande devraient être quasiment au même taux d'intérêt, mettons à autour de 2,70. Bon, il y en a un qui est à 3,40, l'autre qui est à 2,90, etc. Donc vous mesurez cet écart des taux. Mais comme tout le monde regarde l'écart des taux entre l'Allemagne et la France, moi j'ai décidé que si tout le monde regarde, ça veut dire que c'est facile à manipuler. C'est-à-dire que la Banque de France doit vendre des obligations allemandes et acheter quelques obligations françaises à la clôture pour éviter que... Non seulement c'est facile à manipuler, mais c'est ça qu'ils vont essayer de manipuler puisqu'ils savent que tout le monde regarde. Ils vont essayer de casser le thermomètre. Voilà. En disant non, il n'y a pas de fièvre, regardez, le thermomètre ne bouge pas. Bien sûr. Et donc j'ai été prendre un autre pays qui est la Hollande, qui est un pays qui a des comptes courants excédentaires. L'autre pays du fromage. L'autre pays du fromage, oui. Oui, enfin, il n'est pas terrible leur fromage. Ne te souviens pas, c'était une pub dans les années 80. Oui, c'était une pub dans les années 80. Il y a le Rouda qui est à peu près comme il y a de le Rouda, c'est tout. Le Rouda, oui. Et en plus, quand c'était une anecdote, mais quand je vais voir mes clients hollandais, là, les fonds de pension de Shell ou je sais pas quoi, ils m'invitent à déjeuner, ils me donnent un verre de lait et un sandwich avec du Rouda. Donc, ils savent pas vivre, ces gens-là. Je leur dis, non mais ça va pas la tête. Non, ça va pas la tête. Donc j'amène une bouteille de Bourgogne. Et ils la boivent avec moi, ces salauds. Le petit sandwich tout sec, là. Le petit sandwich tout sec, c'est dégueulasse. Mais enfin bref. Donc, là, avec l'Allemagne. Alors on regarde ça. Et donc, vous voyez que, logiquement, entre la France et la Hollande, le taux d'intérêt se baladait, mettons, entre 10 points de base, c'est-à-dire un point de base, c'est 4 et 4,01. Vous voyez, c'est un centième de... Bon, vous voyez, on se baladait entre 10 et 40, et donc ça, c'est normal. Puis vous avez vu, pendant la grande crise de 2012, où tout devait sauter, on est monté jusqu'à 120 points de base, c'est-à-dire que la France payait 1,2 de plus que la Hollande, ce qui était un signe de panique totale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, quand notre génie national a dissous la Chambre, vous voyez, en 2024, là, paf, on est passé donc de 40 aux alentours de 65, puis ça s'est un petit peu calmé, et puis maintenant on est à nouveau à 61. Bon, ça c'était hier, c'était le chiffre d'hier. Si jamais on arrive à 70 ou 80, ça veut dire que le coup est en train de partir. Tu vois ce que je veux dire ? Si on passe au-dessus de la ligne pointillée qui est là. Alors pourquoi est-ce que la ligne pointillée est le marqueur ? Parce que c'est là où on s'était arrêté avant. Tu vois, le coup d'avant, on s'était arrêté à la dissolution, on s'était arrêté à la ligne pointillée. On a baissé, on remonte, et si on pète, à ce moment-là, c'est... tous les gens qui regardent des graphiques vont dire et là, ils vont... Là, à ce moment-là... Ils vont vendre la dette française ? Ils peuvent ou cesser de l'acheter. Ou ils peuvent décider de la vendre, ou ils peuvent décider, la dette française qu'ils avaient dans leur livre et qui arrive à échéance, ils ne vont pas la renouveler. Ils vont pas la renouveler. Donc il peut y avoir des pressions qui s'exercent à ce moment-là très fortes. Des pressions, je ne sais pas, simplement une logique de bonne gestion, là. Une logique de bonne gestion. Parce que tu as un board, tu as un conseil d'administration, tu te dis, les gars, ça sent le renard. Ça sent le renard, c'est ça. Mais en plus, c'est qu'aujourd'hui, la France est toujours double A, ce qui est une plaisanterie totale. Oui. Et donc, on sait bien que ça va sauter, et donc, à un moment ou à un autre, ça va passer simple A. Et à ce moment-là, il y a toute une série d'institutions, des banques centrales, des fonds de pension, qui ne peuvent pas avoir par leur réglementation, leur statut, leur règlement intérieur. Et donc, à ce moment-là, il y aura automatiquement des ventes forcées. Donc, voilà. Donc, ça commence à sentir le renard, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est le thermomètre. Quelle est la maladie ? Les poumons. Les poumons. Alors, on arrive au deuxième graphique, et celui-là, il va falloir que vous vous accrochiez, parce que comme d'habitude, c'est pas un graphique qui est d'une simplicité biblique, mais je vais essayer de vous... Mais pour ceux qui nous suivent, vous l'avez déjà vu beaucoup de fois. Il était dans certains livres de Charles. J'en profite pour vous dire, et on est très très fiers, que Charles, le livre « La vérité vous rendra libre » a été réédité aux éditions Perrin, qui est une très très belle édition où a été édité Mauriac, Gide, enfin des grands noms. Donc on est très fiers que Charles en fasse partie. Et au petit prix de 8 €. Donc si vous voulez faire des éditions de poche. Édition de poche, mais ça fait
des petits cadeaux qu'on dit d'assiettes, très sympas quand vous allez dîner chez des gens. Ces petits cadeaux d'assiettes qui sont sympas. Et puis, c'est agréable de voir un de mes livres repris dans l'édition de poche. Et celui sur Jésus, il a été traduit en polonais, en portugais, en espagnol, et maintenant il va être traduit en anglais, puisqu'il y a l'université George Mason aux États-Unis, qui est une université assez connue, qui voudrait le faire traduire. Ah, c'est formidable, écoute. Donc c'est, vous savez, les chemins de l'esprit sont impénétrables. Donc nous, on envoie des petites bouteilles dans la mer, et puis il y a des gens qui les ramassent, et puis qui les renvoient dans la mer. Enfin, c'est agréable de savoir que on ne prêche pas complètement dans le désert. Alors là, c'est un truc qui est assez simple, c'est que vous vous dites, bon, vous avez l'idée de base du keynésianisme, à laquelle Emmanuel faisait allusion il y a quelques secondes, c'était de dire, si l'État dépense de l'argent, ça va permettre à l'économie de redémarrer, et donc, en fin de parcours, la dette qu'on a mise au départ sera repayée par la croissance économique supplémentaire qu'on a parce qu'on a mis cet argent, tu vois. Donc plus 2, plus 3, plus 3, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Et donc, vous comparez sur ce graphique, en haut, la croissance du PIB sur les 7 dernières années à la croissance de la dette. Alors, vous voyez bien que dans les années de 85 à 95, mettons, la croissance du PIB, la ligne bleue, était supérieure à la croissance de la dette. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un multiplicateur keynésien, en effet, qui marchait. Si vous mettiez de la dette dans le système, elle s'auto-payait. Alors, deux choses. Un, on remarque que la dette aussi était inférieure à 50% du PIB. Et autre chose, on était dans un monde, dans les années 90, puisqu'on en est là, qui était beaucoup moins globalisé qu'aujourd'hui. On avait beaucoup moins... on n'avait pas accès à tous ces produits chinois et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on avait quand même, sans être protectionniste, on consommait de fait beaucoup plus localement. Mais l'industrie existait à l'époque aussi. Donc il y avait une partie importante de la dette qui servait à faire tourner des usines françaises. Maintenant, elle fait tourner des usines chinoises. Voilà, on achetait plus facilement, effectivement, un robot de cuisine Seb, et qui lui-même allait effectivement nourrir le PIB français, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ensuite, on passe dans la période de 95, mettons, jusqu'à la crise financière de 2008-2009, où vous voyez, s'il y a eu création, la ligne noire est au-dessus, en bas, de zéro. C'est-à-dire que la croissance du PIB sur les 7 années précédentes a été supérieure à la croissance de la dette. Et donc ça veut dire le multiplicateur bancaire marche. Là, de 95, mettons, à 2008-2009, c'est zéro. Tu vois, il y a un petit peu de croissance, mais enfin bref, sur la période, c'est zéro. Et puis arrive la période où, justement, ils sont devenus complètement fous. La dette absolument explose, on passe de... Et puis, le PIB, lui, il croit pas des masses. Et donc, vous voyez l'espèce de... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une période, grosso modo, elle est depuis 2012-2013, la crise de l'euro, où plus vous empruntez, plus vous appauvrissez. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas un multiplicateur keynésien, c'est un diviseur keynésien. C'est-à-dire que si l'État dépense de l'argent, les gens s'appauvrissent par solde. Et alors, ce qui est absolument merveilleux, c'est que pour autant, tous les socialistes que tu peux voir... Ils continuent à dire qu'il faut dépenser de l'argent. Bien évidemment. Tous les jours à la télévision. Personne ne dit, mais attendez, ça fait 20 ans qu'en prenant de l'argent, en empruntant de l'argent, on perd, on n'est plus... Ben, ça fait rien, ils continuent à réciter leur mantra, qui ne marche plus depuis 20 ans. Oui. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a toute une série de gens au pouvoir aujourd'hui qui ne regardent pas les faits. Moi, ça fait à peu près 10-12 ans que je dis aux gens, écoutez les gars, il ne faut pas acheter de la dette parce que aujourd'hui on arrive dans une période où si vous rajoutez de la dette, vous êtes à peu près certain qu'elle ne pourra pas être remboursée techniquement. Ben, ça fait rien. Ce qui m'amène aussi à un autre truc, c'est que les gens, une autre remarque, c'est que plus je vieillis, plus je me rends compte que les gens sont dans l'instantané. C'est-à-dire que, par exemple, le crime de Draghi en 2012, de sauver l'euro qui n'aurait jamais dû être sauvé, qui était une saloperie, etc. Whatever it takes. Whatever it takes.
c'est maintenant qu'on en paye le prix, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Et donc, les gens prennent des décisions désastreuses, je ne sais pas, comme par exemple mettre la retraite à 60 ans par Mitterrand, ce qui était un crime, il le savait. Ou les 35 heures. Ou les 35 heures. Et c'est des années après que tu vois le vrai coût de cette saloperie. Mais c'est souvent comme ça, tu sais. Mais c'est toujours comme ça. Mais les économistes raisonnent, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au trimestre précédent? Oui, c'est vrai. Mais on s'en fout. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est que la ligne noire est en dessous de zéro depuis 10 ans. Pas si elle monte un petit peu, si elle baisse un petit peu. Elle est en dessous de zéro. Le multiplicateur bancaire keynésien est négatif. Donc c'est une histoire de fou de dire la solution, c'est d'avoir plus de dettes. Ce qui veut dire qu'à contrario, quand tu prends un pays comme l'Argentine, tu te rends compte que maintenant, comme il essaye, et comme il n'a plus la ligne, il a plus de dette, enfin il est en train de repayer la dette, etc., ben, plus tu réduis la dette, plus la croissance augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est diminuer les impôts et diminuer les dépenses de l'État. Alors, je voudrais dire à propos de ça que tu as dû, comme moi, entendre récemment Jordan Bardella, c'était il y a 2 jours, 3 jours, au MEDEF, et qui parlait de réduire les dépenses de l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, tous le disent pratiquement à droite maintenant. Mais il disait à côté de ça, il faudrait créer un fonds d'État souverain. Or, si vous regardez encore une fois ce multiplicateur keynésien, qu'on vient de vous montrer, et cette trappe à dette, vous voyez bien que la nécessité de créer un fonds souverain qui lancerait des grands travaux d'État est en lui-même un petit peu fallacieux. Encore une fois, on vous a expliqué ici souvent les cycles économiques. Il y avait des cycles d'Aftalion, les cycles de Kondatriev, tu en as aussi parlé. Et aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qu'un fonds souverain étatique pourrait faire comme grande chose, créer des autoroutes parallèles aux autoroutes que nous avons déjà. Il pourrait peut-être faire des centrales nucléaires, mais ça va, encore une fois, le temps long, 15 ans. ans. C'est un long, c'est un certain. Mais en plus, pour avoir un fonds souverain, il faut avoir un excès d'épargne. Parce que s'il n'y a pas d'excès d'épargne dans le pays, par exemple, la Norvège a un fonds souverain parce qu'elle a toute une énorme pognon qui lui arrive par le gaz et le pétrole qu'elle produit. Et donc, ils l'ont mis dans un fonds souverain qui est maintenant le plus important du monde, qui fait 2000 milliards de dollars. Mais ils ont un excès d'épargne. Le Qatar a un fonds souverain. Abu Dhabi a un fonds souverain. Mais tout ça, ils ont des excédents d'épargne. Bon, s'il y a un excédent d'épargne, tu peux penser qu'en effet, une partie de cette épargne peut être capturée par l'État pour faire comme une espèce de fonds de pension pour les gens qui viendront après. Pourtant, les Français ont de l'épargne. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'excédent d'épargne ? Il n'y a pas d'excédent d'épargne parce qu'ils l'ont mis dans la dette étatique. Ils l'ont pas mis. L'excédent d'épargne des Français n'a pas été dans les actions ou dans les investissements. Elle a été dans la dette étatique. Donc, l'excédent d'épargne des Français a servi à financer les transferts sociaux. Et continue. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, on voit bien que la France est aujourd'hui... Donc, aujourd'hui, tu nous as dit, et je le répète, les seules voies qui fonctionneraient et c'est de baisser les dépenses de l'État et de baisser les impôts à la fois. Voilà. Or, que la gauche va nous dire taxe Zuckman, va nous dire il faut absolument taxer les riches. Voilà, c'est-à-dire réduire le taux d'épargne. Voilà. Et alors qu'on sait pertinemment que dans une courbe de l'affaire qu'on vous a déjà expliqué, qui est cette courbe de Gauss, cette courbe de gendarme, on est à un niveau qui aujourd'hui produirait exactement l'inverse. C'est-à-dire si on augmente les impôts, les rentrées fiscales vont baisser. C'est mathématique. Alors évidemment, la gauche explique toujours que la courbe de l'affaire n'a pas été prouvée, que ce sont des supputations. Sauf que, encore une fois, dans les faits, on voit à chaque fois l'illustration de cette chose. On le voit en Italie, on l'a vu au Danemark, on l'a vu en Norvège, on l'a vu dans 1001 pays. Et ça a juste été prouvé empiriquement, mais je ne sais pas, ils n'aiment pas les faits. Ce qui est curieux, c'est que comme disait Churchill, essayer de créer la prospérité en augmentant les impôts, c'est comme essayer d'être dans un bac et d'essayer de le lever du sol en tirant dessus. Tu vois, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que c'est simplement... Il se trouve que, comme je l'ai expliqué, c'est la loi de Pareto. 20% des gens créent 80% de la richesse dans un pays. Ça s'appelle les entrepreneurs. Il se trouve que ce sont souvent aussi les gens riches. Et si vous tapez sur les entrepreneurs, vous réduisez les 80% qui créent automatiquement. C'est moi, quand j'étais à Hong Kong,
je payais 15% d'impôts, c'est-à-dire que si je créais 100, il m'en restait 85, ce qui me permettait de réinvestir beaucoup. Aujourd'hui en France, quand je crée 100 en France, si j'ai du possible, il m'en reste 40. Donc, par définition, je peux beaucoup moins réinvestir. Et apparemment, j'ai un certain talent à investir, donc il m'empêche de contribuer au bonheur de mon pays. Et donc de créer de la croissance. Parce que c'est ça qui crée de la richesse, la croissance. Parce que je crée de la valeur. La richesse, ça n'est pas un gâteau fixe. C'est encore une fois ce que les socialistes ont du mal à comprendre. Ils passent leur temps à imaginer que ça serait un peu comme cette table et que ça c'est des parts de camembert qu'on devrait s'allouer les uns aux autres. Pas du tout. Dans une économie réelle, cette table va croître. C'est des nénuphars dans une mare. Et quand vous restez dans une idée de gâteau fixe avec des parts allouées, vous ne pouvez pas réfléchir l'économie. Vous pouvez pas. Et j'ai entendu Mélenchon dire si M. Arnault gagne, je ne sais plus combien il gagne, ça veut dire qu'il l'a pris à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Balzac. Et c'est faux. C'est simplement faux. Et donc, ça, c'est l'économie du diable. Donc, la première des choses, c'est de dire que la France va mal. Ce n'est pas une nouveauté, on vous l'a souvent dit. Qu'on a une crise devant nous. Comment elle va se passer, je ne sais pas. Comment elle va être traitée, je ne sais pas. Mais j'arrive à un moment aujourd'hui où je regarde tout ça et je me dis, mais enfin, il n'y a pas de solution. À la limite, compte tenu du système politique, etc., il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que je suis, pour la première fois de ma carrière en France, devant un truc où je me dis, j'ai un trou noir devant moi. Tu vois, c'est-à-dire que je ne peux pas réfléchir logiquement sur une situation qui est complètement illogique. C'est impossible. Donc, on est gouverné par des gars qui sont complètement illogiques, qui suivent des espèces de croyances religieuses, et tu les regardes et tu te dis, ben je sais pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis aux gens, si vous voulez garder des actifs en France, vous n'avez rien de ce qui dépend de l'État. Par contre, vous pouvez toujours avoir les Air Liquide ou les Schneider, tu vois, parce qu'ils vont ça va bouger, ils vont perdre de l'argent et tout, mais vous aurez quelque chose à la sortie. Mais si vous laissez votre argent en cash, peut-être il ne sera pas à vous. Si vous avez des Schneider et des Air Liquide, elles seront à vous. Et donc, il faut avoir des actifs en France qui soient hors de portée de l'État et pas émis par l'État et dont le chiffre d'affaires ne vient pas de l'État, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je dis simplement, si vous avez un gars qui va faire faillite, votre beau-frère ou j'en sais rien, vous lui prêtez pas d'argent. Bah oui. Et si elle a une boutique, vous allez pas... Donc, c'est très curieux parce que arriver à dire que, si j'ose dire, on rentre dans quelque chose qui est incompréhensible, c'est difficile. Est-ce que tu ne penses pas que, justement, à Bercy, il le serait, je vais peut-être faire un peu du complotisme, et que ce serait pour ça aussi que Bayrou se dédouane et pour une fois est monté au créneau, parce qu'on ne peut pas dire, je suis désolée. Il est peut-être sorti en se disant, il ne faut pas que ce soit moi qui sois au pouvoir quand ça se passe. Voilà. Il ne faut pas oublier que Paul Reynaud, qui était un type bien, c'est comme ça a été le dernier président du Conseil de la Troisième République, et il est resté comme celui qui était responsable de la défaite, quoi, alors qu'il était pas, c'était le seul qui avait essayé de faire quelque chose. Donc c'est pas impossible qu'ils se disent il faut que je me taille. Sachant que c'est pas moi qui porte le chapeau. Sa carrière politique n'a pas été illustrée non plus par le courage. Donc c'est pas comme si il disait ça pour essayer de faire quelque chose, parce que je pense que ça serait vieux s'il avait essayé de faire quelque chose depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, non, mais le Bayrou, c'est de secours. C'est Bayrou de secours, oui. Alors, il y a un gars en France qui comprend, qui parle, qui dit des choses pas bêtes, c'est Lisnard. Mais voilà, il y a un homme politique qui est un homme politique local. Qui a fait un travail formidable dans sa ville. Qui l'a redressé, etc. Et si vous voulez, c'est le seul. À part ça, je vois personne parce que les autres, entre l'État stratège, vous vous dites, mais mon Dieu. Et puis alors maintenant, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'il y a des gens qui se déclarent libéraux. Alors ils ont toujours été bonapartistes, ça aussi, ça me laisse comme de rondes flammes. Enfin, je veux dire, surtout, ne faites aucune attention aux gens qui vous disent qu'ils sont libéraux, parce que, quoi, on est trois en France ? On a toujours été trois. Il y a moi, puis
Il y a quelques gars dans une cabine téléphonique, mais donc le libéralisme, qui est la solution, c'est... Non, et surtout, je voudrais dire quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut pas confondre les personnes qui vous parlent de baisser les dépenses avec du libéralisme. Le poujadisme n'est pas un libéralisme. Encore une fois, râler contre les boomers, râler contre les dépenses de l'État, râler contre les dépenses d'un organisme lambda... Les dépenses du Portugal, les dépenses du Danemark sont aussi élevées que les dépenses françaises. Mais par contre, l'État danois est très bien géré et une partie importante de ces dépenses sont rendues aux contribuables qui ont des espèces de tickets pour aller servir des services publics. Donc, vous pouvez tout à fait être à 50% ou 55% comme le Danemark et être parfaitement géré. Et donc, encore une fois, ça n'est pas le poids de l'État dans l'économie qui compte, c'est la façon dont cet argent est dépensé et contrôlé. Alors, il y a aussi... Je pense que aussi, si tu cites le Danemark est une société très égalitaire et où le consentement à l'impôt est beaucoup plus grand sur la population. Et il y a une très forte subsidiarité, c'est-à-dire qu'une grosse partie des dépenses se fait dans les communes, dans ce que tu... Alors qu'en France, il faut quand même voir que... Tout est dépensé à Paris. 50% de la population ne paye pas d'impôts. Oui. Donc, ça veut dire... c'est pas tout à fait exact parce qu'ils ont la CSG, ils ont la TVA. Oui, pour ceux qui travaillent. Oui, pour ceux qui travaillent. Dans la TVA, tout le monde la paye. Voilà. Donc, ils payent des impôts, mais... oui, enfin bref, le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a quand même un pillage de l'État. Il y a plus de, je ne sais plus combien de centaines de hautes autorités, grands conseils, qui dépensent plus de 100 milliards. Et le corps politique dont tous les copains sont, dans le fond, dans tous ces fromages, refuse de les fermer parce que... parce que ça pourrait être eux après-demain. Parce que probablement, ils ont des femmes, des enfants, je sais pas quoi, qu'ils ont collé dans ces trucs-là. Donc, vous avez aujourd'hui un pillage de l'État par la classe politique. Et c'est ça dont on souffre. Et ils se sont fait tous des chapeaux à plumes, des fromages pas possibles à droite et à gauche où ils calent leur maîtresse, leurs copains, leurs machins, leurs cousins, ce que tu veux, et à la fin de la journée, ils touchent 200 cas par an. Et ils vont très bien, merci. Et quand vous leur parlez de baisser les dépenses de l'État, ils vous disent qu'ils vont supprimer 2 jours fériés. Ou alors qu'il va y avoir moins d'infirmières ou de professeurs, qui ne représentent que 4% des dépenses totales. Sachant que par ailleurs, justement, le régalien fait partie des dépenses qui n'ont absolument pas augmenté depuis les années 50. C'est-à-dire que la justice, les hôpitaux, les prisons, l'armée et la police... Tout ça, c'est à l'os. Tout ça, c'est à l'os. Et l'éducation, tout ça n'a connu aucune hausse des dépenses. Dans les hôpitaux, il y a eu un petit peu des hausses de dépenses, mais pourquoi ? Pour recruter tout un tas de personnels qui sont maintenant appliqués à contrôler le prix du tampon encreur ramené au coton-tige. Et ils te font des tableurs Excel. Ils te font des tableurs Excel, et je vois très bien, par exemple... À Auch, l'hôpital, il fonctionnait avec 5% de dépenses administratives, il en est à 35 ou 40. Donc, il fallait un directeur il y a 30 ans. Maintenant, il y a 25 personnels dans des réunions de communautés de communes que tu ne sais plus. Et ces gars-là ont pris le pouvoir sur les médecins. Et donc, le médecin, s'il a besoin d'aller chercher une aspirine, j'ai reçu ici un grand patron de médecine qui me disait qu'ils avaient une chaise cassée. Il fallait qu'il ait un tampon, un deuxième tampon. Non, ils avaient une chaise cassée quelque part dans un couloir. Et que finalement, il avait fini par acheter la chaise avec son fric parce que... Oui, parce qu'en plus, ils ont des catalogues où ils sont obligés d'acheter des trucs machin. Et la chaise, tu peux la trouver chez Aldi à 15 balles. Et en vrai, si tu l'achètes dans le truc, elle est à 250. C'est ça, c'est pareil. Donc, si vous avez un pillage de l'État. Donc, le vrai problème de la France, c'est pas le déficit budgétaire, c'est le pillage de l'État par la classe politique. C'est ça le vrai problème de la France. Et ça... je ne sais pas trop comment on va s'en débarrasser. Alors ça, c'est donc la France. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est cette maladie des social-démocraties, cette folie de la dette, etc. Qu'on le veuille ou non, elle est partout.
Enfin, surtout dans les grands pays de l'OCDE. Alors, je vais vous prendre un pays dont vous pensez qu'il est sérieux, qui est l'Allemagne. Je n'ai jamais compris pourquoi on m'a dit que l'Allemagne était un pays sérieux, mais ça, c'est un autre débat. Et je vais vous montrer quelque chose qui est en train de se passer, qui va exactement dans le sens de ce que je dis. C'est que, regardez le graphique qui s'appelle Allemagne, ratio des performances actions contre obligations. Vous savez, bon, c'est donc la rentabilité totale d'une action allemande, de l'indice allemand des actions, divisée par la rentabilité totale d'une obligation à 10 ans dont vous réinvestissez les coupons sans arrêt et qui reste à 10 ans. On appelle ça une duration constante à 10 ans. Donc c'est... Et vous voyez que de 1980 à 2012, sa ligne droite... La ligne noire, là, elle est absolument horizontale. Vous voyez, quand vous êtes en dessous du cordon rouge, là, il faut vendre les obligations et acheter des actions. Les actions ne sont pas chères du tout. Et donc, vous avez ça. Vous pouvez, donc, si vous êtes un gérant en Allemagne, quand vous êtes au-dessus de 125, vous vendez les actions. Et puis vous les rachetez quand vous êtes en dessous de 70. Quoi. Et tu vois, je veux dire, tu fais ça et ça marche très bien. Et regardez ce qui se passe depuis 2020 à peu près. Hein. Regardez cette espèce de courbe qui se met à monter de façon complètement vertigineuse. Oui, incroyable. Tu vois, tu te dis, pourquoi les actions montent-elles comme ça? Attends, excuse-moi, juste, le hachurage gris, c'est quoi? C'est les récessions en Allemagne. Ah d'accord. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup, les actions allemandes montent-elles comme ça? Oui. Elles montent contre les obligations. Contre les obligations. Parce que les gens ont peur d'acheter des obligations? Eh bien voilà, c'est que les gens ne veulent plus acheter des obligations parce qu'ils savent que ça va aller à zéro. Et donc, ils font ce que je recommande aux gens, c'est-à-dire qu'ils achètent des airs liquides et des Schneider. Donc, tu te vois, cette espèce... L'Allemagne de Weimar est restée... c'est la réaction, c'est ce qu'on appelle une fuite devant la monnaie. La fameuse, dont vous avez déjà entendu parler. Et qui a bien commencé en Allemagne. Et alors vous vous dites, regardez là, vous dites ça, donc la réaction normale, ce serait de dire les actions allemandes sont dans une bulle. Oui, pas du tout. Mais non, parce que vous regardez les graphiques suivants et vous mesurez cette fois-ci les actions allemandes... Contre l'or. Un actif stable. Qui est un actif... Enfin, stable. Un gramme d'or vaut un gramme d'or, point barre. Ben, vous voyez qu'il n'y a aucune hausse. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire? Quand vous regardez ces deux graphiques, vous vous rendez compte qu'il commence à y avoir une défiance contre les obligations dans un pays comme l'Allemagne, qui, depuis 1960, ne vivait qu'avec la confiance dans les obligations. De toute façon... Donc, ce qui se passe est assez simple, c'est que M. Draghi a fait sauter le marché obligataire allemand, on vous l'a seulement expliqué, et c'est maintenant, 10 ans après, qu'on voit les désastres qui sont en train de se produire. Mais une obligation d'État, c'est un peu une monnaie de l'État. C'est un peu une confiance aussi. Qu'est-ce qu'une obligation si ce n'est la confiance? Voilà. Si tu achètes Siemens... Ça n'est que la confiance que tu as dans l'État. Voilà. En me disant cet État est un État qui va fonctionner. Moi, aujourd'hui, effectivement, je suis sur la place européenne. Je me dis la seule qui fait des choses rationnelles, c'est Mélanie. Quitte à acheter une dette, j'achète de la dette italienne. C'est le seul État. Si je devais acheter une obligation. Ou une Suisse. Ou alors ou Suisse ou suédois, qui sont des trucs qui marchent encore. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une crise de confiance sur les obligations, même dans un pays comme l'Allemagne, dont personne ne parle. Tu vois, nous, tout le monde dit la France, mais l'Allemagne, c'est pas mieux. Et ça a commencé quand? En 22, avec la guerre. Ah oui, voilà. Et donc tout le monde s'est dit, je préfère avoir des actions et pouvoir les prendre. Mon associé Anatole Kalecki, là, dans Kafkal, quand il y a eu la guerre qui a commencé, il a dit, vous savez, les guerres, historiquement, c'est pas bon pour les dettes étatiques. Non. C'est clair. En plus, si tu dois prendre un bateau pour New York et partir vite, il vaut mieux que tu aies des actions Bayer que des obligations d'État allemandes. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Alors maintenant, je vais vous montrer, vous m'avez entendu beaucoup parler, si vous avez des contrats, c'est les obligations dans notre... Il faut les avoir en Asie. Parce que là, ils ont encore des... Alors regardez
le graphique numéro 3, là, mais en fait, il n'est pas le 3, il doit être le 5. C'est simplement parce que ça vient d'une publication que je vais faire, ça. Oui, c'est le 5. Et donc, regardez, vous dites, est-ce que j'achète une obligation d'un pays bien sérieux comme Singapour? Vous savez, à Singapour, ils vous mettent en prison si vous mâchez du chewing-gum. Hein, ils rigolent pas, quoi. Puis, c'est des pays... tu peux laisser tes clés de voiture sur la voiture, aller acheter un paquet de cigarettes, revenir. Ton portefeuille tombe, il est ramené au commissariat tout de suite après. Donc, vous voyez, vous avez les obligations allemandes depuis 2007 et les obligations singapouriennes. Bon, jusqu'en 2020, à peu près 2019, c'est kiff-kiff. Vous voyez, c'est à peu près pareil, c'est pareil. Et regardez ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que... Une décorrélation totale. Une décorrélation totale. Maintenant, les gens disent, je vais vendre mes obligations allemandes et acheter des obligations singapouriennes. Je vous signale que ça fait jamais que 3-4 ans qu'on vous dit de faire ça, mais... On voudrait pas se la péter, hein, mais... On se la pète un petit peu, quand même. S'il y a un coup qu'on a vu venir, c'est celui-là. C'est-à-dire que... vous vous dites, oui, cette défiance sur les obligations allemandes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que Singapour et tous les pays d'Asie, ils avaient une épargne excédentaire. Tu sais, j'ai souvent expliqué, après la crise asiatique, ils se sont tous dit, je ne veux jamais revoir le FMI, donc je vais acheter des obligations allemandes ou américaines. Et je vais les mettre à l'abri là-dedans. Mais ça veut dire que maintenant, ils ne vont plus acheter nos obligations, puisqu'ils n'ont plus confiance. Si l'Allemand n'a pas confiance dans son marché obligataire, tu penses bien que les Singapouriens, ils ne vont pas vouloir y aller, quoi. Sachant qu'aussi, on s'est coupé du marché russe, parce qu'avant, les Russes avaient l'immense gentillesse de prendre nos petits papiers. Absolument, et ils nous donnaient du pétrole à la place. Voilà, et ça, c'est fini, les gars. Fini. Et alors, en plus, on a piqué de... Et donc, je voudrais vous montrer... Alors, vous êtes la banque centrale de Singapour, tiens. C'est pas vrai, mais enfin, ça pourrait être ça. Vous avez le choix entre deux portes. Vous savez, vous avez des réserves de change. Ces réserves de change, vous devez les investir dans quelque chose. Et donc, le portefeuille qui avait marché de 1950 à peu près à 2020, ce qui est long, hein, 70 ans, c'était, tu te mettais 60% en obligations américaines, 40% en obligations allemandes. Et puis, tu allais jouer au golf. C'était pas un problème. Regarde, ton portefeuille, 60-40 allemand, américain, c'est la ligne rouge. Si tu as fait le portefeuille que recommandait Charles Gaff, qui est un fou notoire, tout le monde le sait, qui était de 60% en obligations chinoises et 40% en or, c'est la ligne noire. Donc tu te rends compte que si tu as fait le portefeuille rouge, que ton conseil d'administration, un de ces jours, va te dire, dites donc. Oui. Parce que ça veut dire que tu as perdu, il y a eu une inflation d'à peu près 45% depuis 2012, tu vois. Donc tu as perdu 45% du pognon en pouvoir d'achat qui t'était confié. Donc, au fur et à mesure que ces deux lignes s'écartent, les Asiatiques, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fous dans la ligne rouge? Et la première qu'ils vont peut-être vendre, c'est la France. Parce qu'ils doivent en avoir un paquet. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que cette méfiance vis-à-vis de la dette, elle est en France. Mais elle est en Allemagne, elle est aux États-Unis, tu la trouves partout. Donc, ça veut dire que tout ce monde bâti sur la dette, qui était le monde de l'OCDE, il va s'écrouler. C'est-à-dire que la France, c'est le premier qui va tomber, mais derrière, ça va tomber comme un gravelotte. Ça veut dire qu'il faut que tous vos contrats, vous devez les avoir en Asie, et vous devez aussi avoir de l'or. Alors, justement, là, tu parles des États-Unis. On a suivi tous, tout l'été, les méandres de M. Trump avec les histoires sur ses taxes et douanières. Bon, la situation s'est un petit peu stabilisée, mais économiquement, les États-Unis sont quand même dans une situation de dette de leur pays qui me paraît pas soutenable. Pas soutenable, c'est complètement fou. Alors, il a un déficit extérieur qui est... Il a un double déficit. Double déficit, 5 ou 6%, et puis maintenant le déficit est à 7 ou 8%. Donc, il a un double déficit extérieur-intérieur qui est de l'ordre de 12% du PIB. Mais c'est monstrueux.
C'est en principe le FMI devrait prendre l'avion pour Washington, mais ils sont à Washington. C'est un peu embêtant. Mais ce que je veux dire donc, qu'est-ce qui va se passer Ça me paraît... J'en sais foutre rien. Ah, on n'en sait foutre rien. On n'en sait foutre rien. Parce que alors, peut-être qu'ils se disent, on est too big to fail, et ça pourrait être très bien la logique de Trump de dire, de toute façon, je les emmerde. La logique de Trump, c'est de dire, bon d'accord, j'envoie plein de dollars à l'extérieur, mais les gens prennent ces dollars et achètent des actions chez moi. Des actions Nvidia, tu sais. Oui, Nvidia, oui. Mais enfin, il y a un moment où... mais si un jour ils décident d'arrêter d'acheter, parce que leur marché, par exemple en Chine maintenant, le marché des actions qui a la meilleure performance depuis plus de 12 mois, c'est la Chine. Personne n'en parle, mais c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Donc si l'un se dit un jour, j'ai plein aux États-Unis, j'ai rien en Chine, je vais peut-être arrêter d'acheter aux États-Unis, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un énorme lobbying dans les marchés financiers, on le sait tous. Surtout acheter pas la Chine. Anything but China. Donc il y a vraiment eu ça. Alors ils essaient aussi énormément, et on l'a vu encore cet été, en expliquant que comme il s'est passé l'Ukraine, attention, la Chine envahit Taïwan absolument après-demain. Et sous couvert de ça, il ne faut pas investir en Chine. Ce qui est étonnant en Chine, c'est que bon, la Russie a été envahie souvent, a envahi quelques peuples, les a aussi gérés avec beaucoup de rudesse et tout. La Chine, je me trompe peut-être, mais sur les 500 dernières années, a eu 2 épisodes de guerre avec des... Si je compte pas le Japon en 1940. Oui, j'allais dire avec le Japon. C'était le Vietnam où ils ont eu quelques petits accrochements, et d'ailleurs où ils ont pris des branlées. Donc, la Chine, il n'y a pas dans l'État chinois la notion d'envahir le pays d'à côté, parce que la Chine se pense comme une île. Une énorme île, c'est l'Empire du Milieu, ils appellent ça. Donc, à l'ouest, t'as les déserts, là où arrivent des Tartares, des types pas possibles, mais ça fait rien, on les laisse devenir empereurs, parce qu'ils s'en foutent, après tout, que l'empereur soit chinois ou qu'il soit... au nord, il y a la Corée, les Mandchous, etc. Mais enfin, puis après ça, il y a le Kamtchatka, il n'y a personne. C'était que au sud, il y a l'Himalaya et des jungles, et puis les Vietnamiens. Mais enfin, faut pas les voir là-bas, c'est pas sympathique. Et puis après ça, il y a la mer. Et donc, tu te regardes, il y a le Japon là, qui est un peu dangereux. Mais la Chine se considère comme le centre du monde, comme une espèce d'île. Et autour, il y a des barbares, tu vois, des gens qui sont quand même pas très convenables. Ils ne se pensent pas du tout comme devant envahir les barbares pour les civiliser, quoi. C'est pas dans leur... ça ne les intéresse pas du tout. Nous, en Europe, on avait plein de nations qui avaient quand même pris une sacrée habitude de se mettre sur la gueule. La guerre, le militaire dans la société chinoise, c'est pas le haut du panier, tu vois, c'est plutôt le mandarin, le gars qui a fait des études pas possibles. Nous, on se mettait sur la gueule aussi pour aller piquer les richesses d'à côté, parce que les croisades aussi... Oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas de la même religion. La Chine a eu des périodes très graves où oui, il y a eu les guerres de religion et ainsi de suite. Il y a eu des guerres civiles. Quand l'Empire du Milieu... Donc pour la Chine, le vrai danger, c'est quand l'empereur là-bas, de l'autre côté des montagnes, qui est loin, ne réussit plus à maintenir la cohésion de la Chine. Donc pour eux, l'étranger, c'est jamais un problème. Enfin, ils s'en foutent. C'est éviter l'effondrement intérieur. C'est ça, la grande période de malheur de la Chine, c'est quand il y avait l'effondrement intérieur, quoi. Et donc, l'idée que la Chine... Alors, à Taïwan, ils disent, bon, c'est chinois, tout le monde est d'accord. Les Américains ont accepté aussi. Et ils disent, un jour, ils reviendront. Mais on n'est pas pressé. Mais par contre, quand j'avais discuté avec le ministre des Affaires étrangères de Taïwan il y a 25 ans, je lui avais dit quelles sont les lignes rouges que vous avez mis avec la Chine. J'avais dîné avec lui. Il m'avait dit, il y en a 2, on n'a pas le droit d'avoir l'arme atomique et on n'a pas le droit de déclarer notre indépendance, mais sinon ils nous foutent la paix. Et donc, ce qui est amusant, c'est que les États-Unis, depuis 4-5 ans, qui en veulent à la Chine, je ne sais pas pourquoi, essayent que Taïwan déclare son indépendance, c'est-à-dire franchisse une de ces 2 lignes rouges. C'est-à-dire, je retrouve le même schéma que celui que j'avais eu avec l'Ukraine et la Russie. Avec l'OTAN. Avec l'OTAN, ils voulaient que... Je sais, aujourd'hui, les États-Unis sont devenus fauteurs de guerre.
Ils cherchent la guerre. Je ne comprends pas pourquoi. C'est l'État profond. Vendre des armes, pouvoir avoir des financements occultes dont personne, justement, et puis la CIA. Exactement. Donc il y a toute une série de choses qui se passent aujourd'hui. Et alors, ce qui est embêtant avec Trump, c'est qu'il est certainement au courant de tout ça. Il a fait campagne contre ça. De temps en temps, il part vers « on va se payer l'État profond ». Et puis, il revient 3 semaines après vers l'État profond. On a tous été quand même un petit peu échaudés par cette histoire de liste d'Epstein. La liste d'Epstein. Alors, la liste d'Epstein, c'est qu'il est évident qu'Epstein parce qu'on nous en parlait, on nous disait, voilà, qui est un agent d'Israël. C'était un agent d'Israël. Et de la CIA aussi, certainement. Oh, ça n'est pas incompatible du tout. C'est pas incompatible du tout. Et ce qu'il y a de certain, c'est que quand on a la raison pour laquelle Trump recule, c'est que ça mettait peut-être en cause toute une série d'anciens présidents américains de façon... Oui, mais alors, est-ce que, franchement, tu penses que Trump, avec son mental, bon là, on parle un peu comme ça, mais on aurait quelque chose, pardon, mais à secouer si ça mettait en cause Bill Clinton? Non, Bill Clinton, sûrement pas, mais Reagan, peut-être. Ou Eisenhower. C'était bien avant. Bien, oui, c'était bien avant, mais je veux dire par là, c'est que je ne sais pas ce que la CIA a sur l'État américain. Tu vois, je veux dire qu'il y avait peut-être des gens, j'en sais rien, je ne sais pas, mais il est évident... Ou peut-être lui, tout simplement. Peut-être lui, tout simplement. Donc, on a découvert... Alors maintenant, on va voir, ils sont en train de lancer des enquêtes sur Obama, sur tout ça. Donc la question, c'est est-ce que... Pour l'instant, ils ont lancé contre un Bolton, qui est un sous-fifre, mais... on va voir s'ils lancent vraiment contre les personnages importants. Et Fauci. Fauci, il va y avoir... puis c'est surtout... ce qui est de plus en plus en train d'être prouvé, c'est que celui qui a lancé la campagne Trump est un agent russe, c'est Obama. Ouais. On commence à avoir toutes les preuves que c'est lui qui a lancé le coup. Et les histoires sur l'attaque du Capitole. L'histoire sur l'attaque du Capitole. Et donc c'est là on va voir s'il commence à monter au niveau Clinton-Obama, parce que c'est Mme Clinton qui avait lancé le coup du rapport, je ne sais plus comment il s'appelait là. Donc, bon, ils ont pris le contrôle du ministère de la Justice, qui à l'évidence a pris du temps. Ils ont pris le contrôle du FBI et de la CIA, ça aussi ça prend du temps, parce que c'était noyauté dans tous les sens. Moi maintenant, ce que j'attends, c'est de voir s'il va y avoir une enquête contre les Clinton, avec la fondation Clinton, qui était un truc, qui était une saloperie. On le sait, par exemple, quand il y a eu Tahiti, il y a eu des dons qui ont été faits à hauteur de Tahiti. Haïti, pardon. Pourquoi je suis Tahiti, pardon. C'était 4 milliards de dollars. Tout est allé au Clinton. Voilà. Il n'y a jamais rien eu qui est arrivé au père. Alors qu'ils avaient fait des trucs pour dire on va refaire tout à l'égout, on va refaire des canalisations, on va refaire des écoles et ainsi de suite. Rien du tout. C'est resté dans une misère noire. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus anarchique. Donc, le vrai problème, c'est... Vous avez cet État profond américain dont plus personne ne doute qu'il existe. Hein. Vous avez Trump qui a été élu contre lui. Et pour l'instant... Il y a eu 2 ou 3 faux départs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Trump a dit « je vais faire ça » et puis... Donc, il a fait son taco. Oui. Donc, et on a un vrai... Là, il a l'air fatigué. Hein. Il a passé l'été à... et puis là, t'as vu les mains, là? Il a les jambes gonflées et tout. Il a les jambes gonflées, il a une sorte de gros hématome qu'il essaie de couvrir sur la main, qui me paraît un petit peu... Pardon, je fais un peu ma concierge, mais qui me paraît un peu typique de gens qui sont sous gros bêta-bloquants, parce que, en fait... Il paraît que c'est l'aspirine
qui fait ça. C'est quand Non. Tu regardes, quand tu prends des bêta-bloquants, il suffit que le chien te gratte un petit peu fort, t'as la main qui devient... Je sais pas, mais alors, est-ce qu'il est malade? Donc, je sais pas. Mais bon, après, il a 80 balais, il peut avoir un mauvais truc qui passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on sait, l'avantage, c'est que maintenant, on sait qu'il y a un État profond américain. On sait qu'il y a des criminels. On connaît le nom des criminels. Le chef de la CIA, le chef du FBI, Obama, Madame Clinton, tout ça, ils sont mouillés jusque-là. Ils ont touché... on sait que l'Ukraine, c'était la machine à décider pour la CIA. Nancy Pelosi. C'est quand même l'enrichissement de cette femme par délit d'initié, parce qu'on ne voit pas comment d'autres, parce que alors, tu regardes son portefeuille boursier, ça a été une des plus grandes valorisations jamais... Elle a fait beaucoup mieux que Warren Buffett. Voilà. Donc, si vous voulez... En étant une politique. Donc... Là, en ce moment, il y a une espèce de... on s'est dit, Trump va tout nettoyer quand on va arriver. Et puis... il a été gêné aux entournures. Il y a des trucs qui se passent et il ne réussit pas. Mais les informations continuent à circuler. Celle qui a beaucoup de courage, c'est Tulsi Gabbard. Elle est formidable. Elle est formidable, celle-là. J'espère qu'elle sera présidente des États-Unis je peux pas... bravo. Bravo, elle continue à avancer tranquillement, à sortir ses dossiers. Donc, si j'ose dire, j'ai l'impression qu'à l'intérieur du groupe au pouvoir aux États-Unis, il y a, mettons, le côté Musk qui est sorti tellement il en avait marre de ces bagarres, et le côté État profond. Mais cela dit, puisque tu parles de Musk, à la différence de ce qui avait été annoncé, on ne voit pas des coupes dans les dépenses américaines. Or, ah non, ils ont refait des dépenses. Ils ont refait des dépenses. Et c'est quand même ça qui nous fait un gros souci. C'est que ça l'a fait partir. Et le sénateur, comment il s'appelle, celui qu'on aime beaucoup, qui est le fils de celui qui était pro-gold. Non, tu connais que lui, il n'avait pas été invité au 14 juillet. Le père était un libertarien très connu, et lui, il est politique aussi. Ah oui, il est grand. La famille, oui, c'est comment il s'appelle. Bien sûr, je connais que lui. C'est avec un R, non ? Oui, c'est pas... Oui, on retrouve maintenant, c'est ce sénateur, en effet, qui était... Mais en effet, et donc... Et il devait couper dans les dépenses et on attend toujours de voir. Ah non, mais quand Musk est arrivé, on devait faire baisser. Et puis d'un seul coup, le déficit budget, le budget a été voté en augmentation de 7 ou 8%. Donc c'est... Et le dollar, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? La question qu'on a sur le dollar, c'est que, on en a déjà parlé, si tu veux, c'est que pour l'instant, réfléchis une seconde, tu veux pas t'acheter des marchés obligataires en Europe. L'or, il a pété à la hausse. L'or, il a beaucoup monté déjà, mais... Et donc, tu veux pas acheter le marché obligataire. Parfois, tu n'as même pas le droit d'acheter de l'or. Il y a beaucoup de fonds. Donc, tu te dis, les marchés obligataires européens vont faire faillite. Ouais. Les marchés obligataires américains ne sont pas mieux. Mais par contre, les actions américaines sont pas mal. Oui, mais enfin, on ne va pas acheter du Nvidia toute la journée. Non, mais quand même, il n'y a pas que Nvidia. Donc, il y a, si tu veux, toute l'économie... Réelle ? Non, pas l'économie réelle. L'économie schumpeterienne dans le monde est américaine. Si tu veux, toute l'économie, par exemple, de l'intelligence artificielle, il y a 2 pays qui travaillent dessus, c'est la Chine et les États-Unis. Donc, si toi, tu es un Européen, tu dis, je vais investir dans cette économie-là, tu es obligé d'acheter aux États-Unis. Donc, quelque part, le dollar est soutenu par l'économie, le fait que c'est la seule économie schumpeterienne qu'on puisse acheter. C'est ça. Mais si par hasard, il y a un crack là-dedans, à ce moment-là, le dollar se viande, ça va être affreux. Oh là là. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment on s'en sort non plus. Donc, grosso modo, ça m'amène à vous dire que ceux qui ont des actions chinoises sont très contents, ceux qui ont des obligations chinoises ou singapouriennes sont très contents, ceux qui ont du yen, pas tellement, il n'est toujours pas monté ce salopard, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce qu'il ne monte pas les taux au Japon, alors qu'il devrait les monter puisqu'on a une inflation qui est assez forte. Donc, l'or, ça a très bien marché. Donc, la façon dont on a essayé de vous protéger, c'est à peu près bien pour l'instant. Il n'y a que le yen qui m'emmerde. Mais les valeurs industrielles européennes cartonnent comme des folles. Donc là aussi, c'était un bon call.
Est-ce que c'est grave que la Russie ait pris les actifs de Air Liquide en Russie, sur les actions Air Liquide? Non, c'est simplement, ils ont passé la gestion à une société. Ben non, parce que la Russie, on n'arrête pas de dire qu'on va prendre des mesures contre elle, qu'on fait pas ça. Donc si tu as acheté des actifs Air Liquide, c'est pas grave. C'est pas grave, non, parce que ils avaient déjà passé ça par perte et profit probablement, mais ça veut dire que si Air Liquide avait été une société hongroise, je suis bien certain que M. Poutine n'aurait rien fait. Mais avec le fou qui veut envoyer l'armée française se faire tuer, il paraît qu'on a donné des instructions aux hôpitaux de faire il est complètement fou. On a 20 000 hommes. Et, on ne peut pas empêcher les gens de débarquer en France, on ne peut pas tenir nos banlieues et on va les casser la gueule aux Russes. Mais il est fou ce type. Nous, je crois qu'on fait 400 tanks en Europe par an. C'est des tanks. Par utile, je ne sais pas si c'est vrai. Et je crois qu'en Russie, ils en font 1200 dans l'année, quoi, tout seul. Donc, ce type est complètement fou. Non, mais de toute façon, expliquer qu'il faut faire des exercices dans les hôpitaux pour accueillir les soi-disant des blessés de guerre, ainsi de suite. Moi, je veux bien, mais on a tous vu ce qui s'était passé avec la crise Covid, comme on avait été accueillis dans les hôpitaux. Et deux, ma fille, étant dans la profession médicale, elle a beaucoup de copains qui sont médecins et elle a des bons copains qui sont médecins urgentistes. Et je peux te dire que dans tous les hôpitaux, ils ont comme consigne, quand tu es médecin urgentiste et que tu reçois aux urgences, si c'est une personne de plus de 60 ans, elle n'est pas prioritaire. Donc voilà aujourd'hui l'état de l'hôpital en France. Je pense que je n'apprends rien à personne. Tu arrives par exemple toi à 80 ans dans un hôpital public, tu es laissé pour mort sur le côté. Et on veut nous expliquer qu'avec ça, en plus de la charge déjà qui est celle des hôpitaux publics, où tu peux te retrouver véritablement sur un brancard pendant 48 heures. Moi, ça m'est arrivé, et encore c'était il y a 20 ans, d'attendre 48 heures pour une salle d'opération, tati-tata, alors que tu as un kyste aux ovaires qui a explosé et qu'on te dit qu'il faut que tu sois opéré dans la minute. Tu attends 48 heures sur un lit, sans boire, sans manger, parce que tu dois passer au bloc. Et ça, c'était il y a 20 ans, et ça s'est pas amélioré. Donc, mais on est dans... L'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que l'Europe est en train de s'effondrer et qu'il y a une tentative pour continuer à nous faire croire au rêve, qui a été le rêve de ces gars-là, mais qui n'a jamais été le mien, et d'une Europe qui serait... Et donc... Non, mais le risque, c'est qu'ils accélèrent dans leur fédéralisme. Et c'est bien pour ça que Macron, qui sûrement, là, va prendre un article 16, parce que là, ils vont nous faire brûler avec les habituels crouilleux 2-3 poubelles le 10, là. Ça va partir en sucette, Bayrou va sauter, ils vont pas trouver de responsable, et l'autre va nous dire, au bout de 2 fois, qu'il trouve pas une Lucie Castéo, j'en sais rien, vas-y, on met un article 16, et il finit son mandat comme ça, pour ensuite partir à l'Europe. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y aura une Europe. Ou alors, il y aura plus de France. Ça, c'est en effet... Il y aura plus de souveraineté française du tout si on accepte le FMI, si on accepte ces trucs-là, mais je ne sais pas à ce moment-là, est-ce que la population va révolter. C'est pour ça que je te dis, on rentre dans un trou noir, là. Moi, j'ai pas de solution. Donc voilà, on voulait vous dire ça. Prenez un chien. Si vous avez des chiens, il y a des gros chiens qui ont l'air méchants, parce que ça sera peut-être utile. Voilà, donc on voulait vous faire un petit peu point de vue. Résumons-nous. L'économie de la dette, qui a été celle des social-démocraties, arrive à sa fin. Donc il ne faut pas avoir d'obligations. Même en Allemagne. Même et surtout. Mais surtout en Allemagne, vous pouvez en avoir dans des pays raisonnables comme la Suède. By the way, on n'en a pas parlé, mais c'est pas comme si la Grande-Bretagne c'était mieux, parce qu'ils se sont retrouvés avec M. Keir Starmer qui, avant ça, avec Boris... Enfin bref, ils ont fait un half-cock pour la sortie Brexit. Ils ont rien fait. Des droits de l'homme, voilà. Et ils ont tout fait en louvoyant pour essayer de ne pas passer justement le Brexit. Des centaines de milliers d'immigrants, encore une fois. Aujourd'hui, on voit des révolutions physiques. Avec des Anglais qui se baladent avec leur drapeau dans la rue, voilà. Et on les met en prison parce qu'ils se baladent avec le drapeau anglais. Donc on est aussi en Angleterre à un niveau de tension, encore une fois, ça n'est pas la faute du Brexit, qui n'a pas été mis en œuvre. Qui n'a pas eu lieu, parce que toute la classe dirigeante ils ont fait un Sarkozy lent. Un étouffement. Ils n'ont rien fait. Donc, cet écroulement de la démocratie se passe avec un écroulement des démocraties représentatives parce que les parlements ne représentent plus du tout les peuples. Et donc ce qu'on appelait en termes gaullistes un écroulement de la légitimité.
C'est-à-dire que la quasi-totalité des régimes maintenant en Europe de l'Ouest ne sont pas légitimes. Ils sont légaux, mais non légitimes. Ils sont légaux, donc c'est pour ça que je dis que c'est une situation qui est très difficile. Donc, comme rien ne va ici, c'est pas plus bête d'aller vous investir très très loin là-bas, quoi. C'était un peu mon raisonnement. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait un petit tour de rentrée qui n'est pas gai, mais on va pas vous mentir. Donc, quelquefois, il vaut mieux regarder les choses en face parce que c'est encore la seule façon d'à peu près s'en tirer. Encore une fois, si l'idée est de protéger votre épargne, j'ai mal au cœur de devoir le redire, mais ne gardez rien en obligation. Regardez dans vos PEL, vos PEA, de quoi sont-ils composés, vos assurances vie, de quoi sont-ils composés. Essayez, dans la mesure du possible, de vous délester de toute chose ayant trop rapport avec l'État français, parce que ça va mal. L'État allemand, l'État anglais, l'État américain. Tout ce qui a rapport avec des États. Si vous n'avez pas d'or, vous pouvez toujours acheter un peu d'or si vous ne vous sentez pas. Et sinon, achetez des actions, donc, qui veulent dire quelque chose. Et si vous voulez aller plus loin, on a l'Université de l'épargne où on vous retrouvera avec plaisir, pour un prix assez modique pour l'offre que nous proposons. Et voilà, attends, on a fait un petit le prix qu'on met, c'est un prix pour nous permettre de tourner. Parce que finalement, l'Institut des libertés, ça ne coûte pas grand-chose, c'était ma fille et moi. Mais à partir du moment où on fait tourner quelque chose comme là, l'Université d'épargne, on est 3 ou 4, puis on a besoin de consultants. Et ça coûte du pognon. Donc c'est pour couvrir surtout les que frais. maintenant, on a recruté un gars absolument formidable qui s'appelle Yann, qui est un ancien du CNRS et qui va nous faire des bidouilles pas possibles de modélisation informatique. Je peux même pas vous les expliquer parce que je les comprends même pas. Mais je sais que c'est super calé. C'est pour mieux vous aider à accéder à votre portefeuille. C'est un des premiers à avoir travaillé sur l'intelligence artificielle dans le monde et en France. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. Moi, ça m'a manqué, même si j'étais... Voilà, et donc on vous dit en tous les cas à la semaine prochaine. Posez vos questions en bas et voilà, c'est reparti pour une année, les gars. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour 10 mois.